Comme Mickaël a dit, c'est donc en 2011 qu'a été créé ce concept de Zikaron Bessalon. Le but étant de faire rencontrer des rescapés de la Shoah avec le public dans des salons, en marge des grandes cérémonies, essayer de créer une sorte d'intimité entre celui et celle qui se souviennent et ceux et celles qui doivent se souvenir. Et c'est la raison pour laquelle nous rencontrons aujourd'hui Madeleine Testiller. Alors bien entendu, Madeleine va nous raconter cette partie de sa vie, cette histoire qui est, comme vous allez voir, très émouvante et très poignante. Et nous allons aussi, c'est le but de cette soirée, échanger. C'est-à-dire que nous laisserons aussi le temps après que Madeleine ait raconté son histoire. On laissera le temps pour, si vous avez des questions à poser à Madeleine, bien entendu, on pourra le faire. Le rôle, bien entendu, des survivants, comme Madeleine, est très important. Ils doivent témoigner. Mais je crois que notre rôle est aussi très important. Pour ceux qui écoutent, notre rôle est très important. Nous avons le devoir d'écouter, de comprendre surtout, afin de pouvoir transmettre à notre tour dans quelques années. Alors merci à Madeleine Testiller d'avoir accepté de partager avec nous cette période de sa vie. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Olivier. Alors je voudrais d'abord, avant que tu nous parles vraiment de cette période, qu'on commence par le début, c'est-à-dire que par ton enfance, à Paris, Avant la Shoah? Oui. Alors... Quand tu étais toute petite fille? Toute petite. De toute façon, même pendant la Shoah, je n'étais pas bien grande. Bon, toujours est-il que mes parents sont arrivés de Pologne. J'ai appris récemment que ce n'était pas la Pologne, que c'était l'Ukraine. Et j'ai toujours pensé que c'était la Pologne. Toujours est-il qu'ils sont arrivés en France dans les années 30. Mon père est arrivé seul, il a commencé à travailler, il a fait venir ma mère. Ils se sont mariés en France et ils ont eu 2 filles, moi et ma sœur. Mes parents étaient fourreurs. Je me souviens d'avoir été petite à la synagogue avec mon père. Mon père allait dans une synagogue dans la rue des Rosiers. Tu habitais quel quartier? J'habitais au 114 rue du Temple, juste en face du musée du musée actuellement du musée d'art juive. Et à l'école aussi à côté? J'allais à la maternelle rue Chapon et comme je suis peintre, mes premières œuvres ont été exposées à la maternelle de la rue Chapon et j'avais 6 ans. Donc ça a commencé de bonne heure. Donc je me souviens que je vivais dans un milieu juif. Je me souviens avoir fait Pessah à la maison. Ma mère changeait toute la vaisselle. Mais c'était pas un milieu hyper religieux, c'était traditionnel, mais quand même juive. Je me souviens avoir été, comme je disais tout à l'heure, à la synagogue. Et c'était pas une très belle synagogue, c'était un oratoire au premier étage. Les femmes étaient confinées à l'arrière d'une façon vraiment pas très très agréable. Et en tant qu'enfant, même petite fille, on avait le droit d'aller avec les hommes. Et c'était beaucoup plus agréable. Et je me souviens avoir été avec mon père dans cette synagogue. Et les souvenirs que j'ai, c'est à peu près ça, les fêtes juives. Mais je savais que j'étais juive. Est-ce que tu te souviens à cette époque d'avoir souffert d'antisémitisme déjà? D'avoir souffert d'antisémitisme? À cet âge-là, non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors arrive bien entendu cette période de la guerre et en fait ton papa va partir très rapidement. Enfin, mon père s'est engagé volontaire en 1939 et puis il a été démobilisé après à Toulouse. Il a fait toute la guerre à Barcarès et à Valbonne. Quand mon père a été démobilisé, son capitaine lui a dit « Mes enfants, vous êtes français maintenant, aucune crainte » parce que mes parents n'étaient pas français. Ils étaient ce qu'on appelle horriblement apatrides. Et j'aime pas du tout ce mot-là, mais ils étaient apatrides. Donc quand mon père a fait son service militaire, on lui a dit « Mes enfants, vous êtes français ». En 1940, arrive une convocation, en juin 40, une convocation, c'est ce qu'on appelle la fameuse convocation des billets verts, et présentée pour vérification des papiers. Donc mon père
fraîchement français dans sa tête, dans son esprit, se présente au commissaire de police de la rue Beaubourg dans le 3e arrondissement et il n'est jamais ressorti. Donc il se présente, il ne ressort pas. C'est-à-dire qu'il est parti pour une simple vérification. Simple vérification des papiers. Mais c'est un grand classique dans la déportation, les Viehbert. Donc on demande à ma mère de retourner à la maison, de prendre un minimum de baluchons, parce qu'au moment de la vérification des papiers, mon père était parti sans rien, puisque c'était vérification des papiers. Et on l'a, on ne dit pas déporté à l'époque, on dit interné. On l'a interné au camp de Pithiviers. Donc il est resté un moment au camp de Pithiviers. Je me souviens avoir été en visite au camp de Pithiviers. Et à propos de Pithiviers, je pense que je suis un cas unique, peut-être dans les annales, d'avoir été une enfant en nourrice chez un gardien du camp de Pithiviers. Alors ça, il faut que tu racontes comment ça s'est passé. Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ma mère allait de temps en temps voir mon père au camp de Pithiviers pour pouvoir lui apporter un petit paquet avec du ravitaillement. Un jour, elle se présente au camp et on ne la reçoit pas avec son paquet. Donc elle retourne dans le train et elle pleure. Et en face d'elle, il y a une dame qui lui dit « Pourquoi vous pleurez ?» Et maman lui dit « Mon mari est interné au camp de Pithiviers, je lui apporte ce colis et on ne veut pas le recevoir. » Donc cette dame lui dit « Écoutez, donnez-moi ce colis, je vais lui faire parvenir ce colis. » Ma mère n'a absolument rien à perdre. Elle lui confie ce colis et ce colis est arrivé au camp de Pithiviers. Donc il s'est avéré que cette dame était la femme d'un des gardiens du camp de Pithiviers. Pourquoi cette dame a été aussi généreuse, coopérative? En réalité, c'était des Lorrains. Donc les Lorrains ont été plus ou moins obligés de participer à certaines actions presque forcées par l'occupant pour certaines tâches. Donc son mari en réalité était pilote d'essai et il a été obligé, parce qu'on peut dire obligé, d'être gardien au camp de Pithiviers, mais probablement qu'il se sentait pas très à l'aise. Donc ce colis arrive à mon père et ma mère finit par devenir plus ou moins amie avec cette femme-là. Les rafles commencent à arriver à Paris et ma mère demande à cette dame qui s'appelait Schiffmacher « Madame Schiffmacher, est-ce que vous pouvez vous occuper de mes 2 petites filles ?» Et cette dame dit oui. Donc nous voilà en pension chez cette dame du camp de Pithiviers. Les Allemands venaient à la maison. Et pour la bonne marche des choses, je portais une petite croix, j'allais au catéchisme, j'allais chez les sœurs et j'avais commencé déjà à prendre mes prières auparavant. Donc je connaissais toutes ces choses-là. Ça, c'est une autre histoire. J'avais été en nourrice auparavant chez quelqu'un d'autre, mais comme c'est hors sujet et que ce serait trop long, je ne vous raconte pas ça. Donc je vais à Pithiviers et nous sommes... Mais c'est quand même une situation un peu incroyable. C'est-à-dire que toi et ta sœur, vous vous retrouvez dans la maison des gardiens du camp de Pithiviers. Et les Allemands viennent. Mmh. Et ma sœur était très très blonde et ils la prennent sur ses genoux et ils nous amènent à la fête foraine. Et ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe parce que beaucoup d'enfants étaient en province à l'époque parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement à Paris, donc on envoyait les enfants à la campagne. Donc je suis restée pendant plusieurs mois, j'ai donc appris mes prières, excusez-moi. Donc j'ai appris mes prières en français et en latin, et je les connais encore par cœur aujourd'hui. Et je suis scolarisée jusqu'au mois de juillet. À l'époque, les vacances d'été, c'était en juillet 42. Mmh.
En réalité, auparavant, je dois dire qu'au mois de juin 1942, ma mère reçoit un mot de Pithiviers, comme quoi les hommes ont été envoyés en destination inconnue. Donc ils ont vidé le camp pour destination inconnue. Donc ma mère pensait que mon père avait peut-être été travailler, c'était pas la joie puisqu'elle ne pouvait plus aller à Pithiviers, mais il a été envoyé en destination inconnue. Donc les camps sont vides. Moi je suis toujours à Pithiviers, les vacances arrivent le 14 juillet. Cette madame Schiffmacher dit « Écoutez, vous allez aller à Paris, les enfants, pour aller voir votre mère. » On nous retire l'étoile. Non, à Pithiviers, on n'a pas l'étoile. On nous met l'étoile et on va à Paris pour le 14 juillet. Donc, 14 juillet, je suis à Paris. 15 juillet à Paris, chez mes parents. 16 juillet, la rafle du Veldiv. En fin de compte, si j'étais restée à Pithiviers, je n'aurais pas été prise dans la rafle du Veldiv. Donc, les vacances scolaires arrivant, je suis prise dans la rafle du Veldiv. Tu peux raconter comment ça s'est passé? Alors, on frappe à la porte, il est peut-être 5h, 6h du matin. La police française vient et dit « On vient chercher votre mari ». Et ma mère, furieuse, dit « Mon mari est déjà parti en destination inconnue depuis plus d'un mois et il n'est plus là, alors venez, suivez-nous avec vos enfants ». Alors je fais un comeback en arrière pour vous expliquer la situation. Mes parents étaient fourreurs à l'époque. On avait dit à ma mère, en milieu de l'année 41, si vous donnez des machines et vous commencez à travailler pour l'armée allemande, on fera sortir votre mari du camp de Pithiviers. Donc ma mère donne des machines, elle commence à travailler pour l'armée allemande, à faire des canadiennes, pour pouvoir, afin de faire sortir mon père du camp de Pithiviers. Mon père n'est jamais sorti du camp de Pithiviers, et ma mère avait fait encore une faute grave. Mes parents avaient quand même des moyens, à l'époque ça s'appelait les moyens, on avait une voiture et le téléphone. Les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir le téléphone, et la faute grave que ma mère avait fait, c'est qu'elle n'avait pas redonné ce téléphone. Donc quand la police française arrive, elle a le temps de téléphoner dans cette maison qui lui avait dit qu'elle allait faire sortir mon père si elle travaillait. La maison s'appelait Grundel, c'était au 6 rue Martel. Ma mère arrive à téléphoner en leur disant « Vous n'avez absolument rien fait, vous avez promis de faire sortir mon mari du camp de Pithiviers, vous n'avez rien fait, faites quelque chose pour moi et mes enfants ». Tout ça pendant la période Tout ça pendant qu'on vient nous chercher. Pendant la demi-heure qu'ils vous ont laissé pour faire nos petits bagages. Donc ma mère fait les bagages, c'était une maîtresse femme, elle prend les meubles, elle les met par la fenêtre, elle hurle, et on se retrouve dans la rue, et je crois qu'on nous amène au gymnase Japy, avant de nous amener au vélodrome d'hiver. Après, on nous amène dans des autobus, et au lieu de rentrer dans l'autobus, je me vois sur la plateforme. Il y avait des plateformes à l'époque à l'arrière de l'autobus. Je suis sur la plateforme et on nous amène, on ne sait pas où, et on se retrouve au vélodrome d'hiver. Alors c'était presque le début du vélodrome d'hiver, il est presque vide, et on s'installe, on ne sait pas pourquoi. Tout commence, j'ai 8 ans. On nous installe, et comme Olivier le disait tout à l'heure, j'habitais au 114 rue du Temple. Quand je suis prise dans la rafle du Veldiv, il y avait dans notre immeuble 4 familles juives, dont ces 2 enfants, derrière, que vous voyez, Lazare et Régine, qui étaient amis de mes parents. Donc on se retrouve avec Lazare et Régine, avec la maman. Le papa était déjà parti, il était également à Pithiviers avec mon papa. Et on se retrouve avec ces 2 enfants au vélodrome d'hiver. Donc ma mère probablement sentait le danger, des choses comme ça.
En tant qu'enfant, on court un peu dans les allées, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe, et puis petit à petit, ça se remplit, ça se remplit. Et ma mère essaye de se faire porter malade. Et je me souviens qu'elle arrive à l'infirmerie, il y avait une infirmerie juste en bas du Veldiv, juste en bas de la piste. Elle se fait porter malade et elle essaye de jouer un peu la comédie. Et elle dit à un infirmier, donnez-moi de la morphine, de la morphine, de la morphine. Et moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire morphine, mais j'entends le mot mort. Et je crois qu'elle demande la mort, je ne comprends pas ce qui se passe. Toujours est-il qu'on s'aperçoit que les latrines commencent à se boucher, ça sent mauvais, il y a de l'urine qui court partout. Il faisait très 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 chaud, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à boire. Et on nous servait des haricots avec du bouillon cube. Toujours est-il, je ne sais pas combien de temps on est resté au Vélodrome d'hiver, mais il y avait un bruit qui courait au Vélodrome d'hiver, comme quoi il y avait des convois qui partaient pour Pithiviers et pour Beaune-la-Rolande. Ma mère, quand elle entend le mot Pithiviers, elle est volontaire. Elle veut tout de suite aller à Pithiviers, étant donné qu'on connaissait le gardien du camp. Donc les premiers qui sortent du Vélodrome d'hiver, c'est pratiquement nous. On sort du Vélodrome d'hiver, on nous parque encore une fois dans les autobus, avec une petite tablette de chocolat, et on nous amène à la gare d'Austerlitz. Déjà des wagons à bestiaux, avec un seau comme latrine, et puis on parque les femmes et les enfants, et on nous redonne une petite boîte de sardines, et un baquet d'eau pour tout le wagon. Et puis on roule. Ma mère, sentant le danger, écrit un petit mot à un voisin en disant « on nous amène on ne sait pas où, mais nous partons probablement à Pithiviers ». Je vous parle de ce petit mot parce que ce petit mot est arrivé à destination. C'était chez des voisins, donc probablement qu'un cheminot a trouvé. Il y avait quand même des gens qui n'étaient pas tous aussi mauvais que ça. Ce petit mot est arrivé et on passe devant la gare de Pithiviers et on ne s'arrête pas. Ma mère pleure et on continue à rouler et en fin de compte, au lieu d'arriver à Pithiviers, on arrive dans le camp de Beaune-la-Rolande. On arrive à Beaune-la-Rolande, c'était les deux camps du Loiret, les deux principaux camps du Loiret. On les avait vidés tous les deux des hommes à partir du mois de juin. Regardez cette organisation machiavélique. On parque les hommes pendant 1 an. On les vide au mois de juin et le plan machiavélique était de mettre les femmes et les enfants au mois de juillet. Donc on arrive au mois de juillet, le camp est vide. On nous attribue la baraque 8 et on nous donne 3 chalits pour 6 personnes. C'est-à-dire qu'il y a la mère de ces 2 enfants. Ces 2 enfants, ma sœur et moi. Donc moi je dors avec le petit garçon dans le même chalit. Ma sœur dort avec ma mère et la maman dort avec la petite fille. Donc on nous attribue ces 3 chalits-là. Et puis la vie commence à s'organiser. Ma mère trouve une bassine d'eau. Elle la fait chauffer au soleil, elle nous lave la tête. Il y avait déjà des poux qui commençaient à arriver. Et comme elle était une maîtresse femme, quand on est arrivé je reviens un peu en arrière, quand on est arrivé dans le train, le wagon à bestiaux, ma mère avait commencé à organiser les choses. Et dès qu'on est arrivé au camp, on l'a nommé chef de baraque. Donc étant chef de baraque, après on lui a dit « vous allez aller à la cuisine ». Aller à la cuisine, ça faisait une portion de haricots en plus. Donc c'était déjà une bénédiction. Donc ma mère travaille à la cuisine. Elle a une portion. La vie continue. Il y a, à Beaune-la-Rolande, il y avait un théâtre que les hommes avaient certainement construit ou organisé. Il y avait même un piano. Donc on court. Les baraques sont vides, puisqu'on est les premiers à avoir ouvert le camp de Beaune-la-Rolande.
Et on va dans toutes les baraques, à droite, à gauche. On ne se rend pas tellement compte du danger étant enfant. On se balade. C'est un peu inconscient. Comment ? C'est un peu de la conscience, en fait. C'est de l'inconscience totale. Et puis c'est un peu une aventure. On ne se rend pas compte du danger. Ma mère, probablement, elle sentait le danger, puisqu'elle savait ce qui allait se passer, mais enfin, plus ou moins. On ne pouvait même pas imaginer ce qui allait se passer. Mais en tant qu'enfant, on ne peut pas dire qu'on se rend compte du danger. Et puis, ça dure quelques jours. Et arrive à un moment une lettre de cette fameuse usine où ma mère avait fourni des machines pour la libération de mon père, qui n'avait pas été libéré, comme quoi on demandait la libération de ma mère et qu'on avait besoin d'elle pour pouvoir faire les canadiennes. Donc ces fameuses machines avaient servi à quelque chose. Donc j'ai le certificat de libération de Bonne-la-Rolande, je l'ai là. Et on nous libère. Sur ce certificat de Bonne-la-Rolande que je peux vous faire passer, il y a écrit « Autorisation de circuler une demi-heure après le couvre-feu ». Les Juifs n'avaient pas le droit de circuler après 6 heures, donc probablement que le train qui était arrivé à la gare de Serlis un peu après le couvre-feu, donc c'est imprimé de Bonne-la-Rolande comme quoi on autorisait ma mère à circuler après le couvre-feu. Donc on se retrouve à donc Paris. Vous sortez à ce moment-là, vous sortez du camp. À ce moment-là, on sort du camp, on nous met dans un train, mais pas un train à bestiaux. C'était déjà un train normal, on arrive à la gare de Serlis. Et il faut rappeler, ta maman veut prendre aussi les 2 petits. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai que toi, tu es au courant. Disons qu'au moment de la libération du camp, comme ma mère avait eu ce privilège de pouvoir sortir, elle demande à cette dame de nous confier les 2 enfants, le petit garçon qui a 9 ans et la petite fille qui a 4 ans. Et cette dame nous dit non, on nous a dit que quand on a un enfant de moins de 6 ans, on a une chance d'être libéré. Donc elle n'a pas voulu que nous confier ces 2 enfants. Donc malheureusement, ces 2 enfants ne sont jamais revenus. Ils ont été déportés à Auschwitz et ils ne sont jamais revenus. Et je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé. Je vais quand même vous l'expliquer parce que c'est unique au monde. Je crois qu'il n'y a pas eu en Allemagne ou en Pologne un endroit où ça s'est passé qu'en France. À Bonne-la-Rolande et à Pithiviers. Les femmes et les enfants sont dans le camp. Quelques semaines après, on sépare les femmes et les enfants. On envoie les mères à Auschwitz, mais on ne savait pas à l'époque, on envoie les mères à l'extérieur, on les sépare des enfants et on laisse les enfants seuls dans les camps. Donc les enfants sont seuls à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande. Après ces enfants-là, il paraît qu'ils étaient dans un état épouvantable parce que c'était des tout petits. Les plus grands avaient peut-être, je ne sais pas, moi 10-12 ans, je ne sais pas. Toujours est-il, quand ils sont arrivés à Drancy, ils étaient dans un état épouvantable. Et de Drancy, on les a amenés à Auschwitz et personne n'est revenu. Aucun enfant, sans exception, pas un n'est revenu d'Auschwitz. Pas un. De toute la rafle. Bon, où est-ce qu'on en est, Olivier ? Alors, on en est où vous êtes libéré. Comment ? Mais elle est partie. Elle a pu sortir. Alors, justement. Ben, moi, je suis sortie, puisqu'on a libéré ma mère pour pouvoir travailler à l'usine. On nous libère avec les 2 ans, avec ma mère. Donc, vous retournez à Paris ? On retourne à Paris. Donc, il y a déjà les scellés sur l'appartement. On ouvre les scellés, on entre dans l'appartement. Ma mère est obligée de continuer à travailler un petit peu. Elle continue un petit peu à travailler. Et nous, on se retrouve en Nourrice à Vendôme. Alors, comment on se retrouve à Nourrice à Vendôme ? Ça, je pense que ça provient de l'OSE. L'OSE avait une espèce d'organisation qui dispatchait les enfants
et on nous a envoyés dans le Loiret à Vendôme, chez une nourrice, encore une nourrice, je crois que j'en ai fait, je sais pas moi, une dizaine, avec une dizaine d'écoles. J'ai été scolarisée d'une façon formidable, j'apprenais le présent. Après, j'étais pas en classe pendant des mois, et on arrivait au futur. Qu'est-ce que c'est le futur? Je sais pas. Je sais pas. Toujours est-il que c'était comme ça chaotique. Toujours est-il qu'on se retrouve chez une nourrice, la 5e ou la 6e, à Vendôme. Ma mère continue à travailler peut-être 2-3 mois. Et pour les Allemands, il fallait qu'elle continue à travailler pour 2-3 mois, jusqu'à temps qu'on soit tranquillisé et en sécurité. Et après, elle se sauve, elle ne travaille plus pour les Allemands et elle finit par nous rejoindre à Vendôme où nous étions. Et là, à Vendôme, vous êtes caché en fait? Caché. Toujours est-il que quand ma mère ne retourne plus par les Allemands, elle laisse l'appartement tel que, avec les cartes d'alimentation et tout. Toujours est-il que quand on arrive à Vendôme, on n'a plus de carte d'alimentation, on n'a plus rien, plus de tickets, et on vit comme ça. Je vais vous raconter par la suite. Toujours est-il que quand les Allemands ont vu que ma mère n'était plus là, ils retournent à l'appartement. Et ma mère était à l'époque, c'est tellement long à raconter, avec une voisine qui habitait au 117 rue du Temple. Et elles étaient ensemble parce que les maris étaient partis ensemble à Pithiviers. Toujours est-il que cette femme se trouve à l'appartement pendant que ma mère est déjà dans le train pour venir nous rejoindre. Les Allemands frappent à la porte et elle est obligée de sauver. Elle saute du 3e étage. Elle a tapé à droite et à gauche de certaines fenêtres, personne ne veut la laisser rentrer. Elle saute du 3e étage, mais il y avait un espèce de grillage en bas. Elle se réceptionne, elle n'est pas morte, et elle se sauve aussi. Et sa fille, qui s'appelait Liliane, était cachée à côté de nous aussi dans le Loiret. Donc en fin de compte, dans le Loiret, il y avait beaucoup d'enfants juifs de cachés, et peut-être, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, on a fait une espèce de réunion de tous les enfants qui étaient cachés dans le Loiret, et on s'est aperçu que personne n'a rien dit autour de soi. On connaissait ces enfants, mais on n'a jamais dit entre nous, est-ce que tu es juif ou pas juif, tellement on avait été bien briefé à ne rien dire. C'est-à-dire que vous vivez comme les gens de la région. Oui, mais même quand on avait un soupçon que ça pouvait être un juif ou quelque chose, on ne disait rien. Disons que même, je dois dire que tel que je suis, vous pensez peut-être que je suis ouverte. Je ne suis pas ouverte du tout. J'ai toujours quelque chose de caché en moi. J'ai toujours peur, en fin de compte. Je crois que j'ai toujours peur. J'ai peur, en fin de compte. Et... Alors, on est à la période de Vendôme où tu restes caché en fait avec ta sœur. À Vendôme, on y reste pendant 2 ans. Jusqu'à la fin de la guerre pratiquement. Jusqu'à la fin de la guerre, je vais à l'église, je vais à l'école quand je peux, une fois de temps en temps. Et puis, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les professeurs, c'était la maîtresse d'école, est-ce qu'ils étaient au courant ou pas? En réalité, je m'appelle Madeleine. Mon nom de famille est Rayman. À l'époque, je m'appelais Madeleine Raymond. S'ils avaient voulu gratter un petit peu, ils se seraient aperçus que Raymond ou Rayman... Mais vous n'étiez pas des garçons? Non, ça c'est sûr. Mais j'étais cachée avec les garçons. J'étais cachée avec certains garçons. Je sais qu'on leur baissait le pantalon. Mais tout ça, je pense que chaque survivant, c'est une question de chance. Parce que même où j'étais cachée à Vendôme, j'étais en face de la commandanture. J'aurais pu être dénoncée aussi. C'est une question de chance, Alors tu restes... C'est pas de l'intelligence, c'est de la chance.
Alors vous restez à Vendôme donc, Jusqu'à la Libération. Jusqu'à la Libération. À la Libération, tu retournes, ta sœur et toi et ta mère, vous retournez à Paris. Et ma mère meurt quelques mois après la Libération. Mais avant Paris, avant ça, vous vous demandez ce qui s'est passé avec ton papa. Moi, j'attendais toujours mon papa. J'étais sûre qu'il allait revenir. J'étais sûre qu'il allait revenir. On ne pouvait même pas imaginer ce qui s'était passé. Pour nous, il était parti dans un camp de travail, qui travaillait probablement en Europe de l'Est ou en Pologne. Mais j'ai toujours attendu mon papa pendant des années et des années et des années. Ma mère était... Oui, elle est morte jeune, mais ma mère, je pense qu'elle était plus femme que mère. Elle était mère, bien entendu, mais elle était plus femme. C'est une personne qui pleurait en permanence, Et elle est morte d'un cancer à la tête, un cancer au cerveau, quelques semaines après la Libération. C'est-à-dire que quand même, elle est partie, elle a espéré quand même le retour de ton père? Oui, je pense qu'elle espérait. Oui. Elle est partie à l'hôtel Lutetia, etc. Ah oui. Ma mère allait à l'hôtel Lutetia, moi je suis allée aussi à l'hôtel Lutetia. Il faut expliquer l'hôtel Lutetia, qu'est-ce qui se passait peut-être? À l'hôtel Lutetia, c'était... Pardon? Il faut parler un peu plus fort. Je parle plus fort? Oui. Ah ben, c'est mon boîtier qui ne marche pas. À l'hôtel Lutetia, c'était un hôtel qui avait été réquisitionné et les trains de déportés arrivaient là-bas avec des pancartes. Les gens faisaient des recherches. Est-ce que vous avez vu mon mari ou pas? Enfin, c'était vraiment presque un hôpital, l'hôtel Lutetia. C'était vraiment un hôpital. Donc ma mère a été à l'hôtel Lutetia. Elle est morte quelques mois après la Libération. Et puis, après, j'ai continué à traîner comme ça. Donc en fait, tu te retrouves à 9 ans à peu près, 9-10 ans? Oui. 9 ans? Oui. Et tu te retrouves donc orpheline, sans papa ni maman. Je me retrouve orpheline. Un tuteur et un sous-brevet tuteur a été nommé. Alors, avec ta sœur, quand même? Avec ma sœur, bien entendu. Arlette. Et je suis scolarisée. J'ai beaucoup de retard quand même. J'arrive pas. Et puis, j'ai du mal à suivre. Mais bon, je suis quand même scolarisée. On m'envoie à l'école rue Montmorency, dans le 3e arrondissement. Et à 12 ans, mon tuteur me dit « Tu vas travailler. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Moi, j'ai toujours été, je suis encore peintre et sculpteur. À l'époque, j'étais aussi j'avais toujours envie. Alors, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Je veux être photographe. » C'était la moindre des choses, photographe. Il m'a dit « Non, tu seras fourreur comme ton père et ta mère. » Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et il m'a mis à 12 ans à la machine. Et j'ai commencé à travailler. À 13 ans, j'ai gagné ma vie. J'étais seule. Ma sœur, on l'a envoyée quand même dans la Sarthe pour qu'elle puisse passer un petit peu son certificat d'études. Et de briques de broc, je tournais à droite à gauche. Et ton rapport à l'époque avec le judaïsme, c'était quoi? Alors, mon rapport avec le judaïsme, je sais que je suis juive, j'ai toujours su que je suis juive, et je voulais vous parler de l'endoctrinement, ce qui se passe actuellement, que ce soit avec les Allemands, par exemple, qui ont été endoctrinés en 1926, parce que Hitler a écrit Mein Kampf en 1926. En 1926, il a commencé à faire du beau travail. Et en 1939, les jeunes qu'il avait briefés, en fin de compte, sont devenus des bombes. Et je pense qu'actuellement, il y a eu la même chose qui avait été fait au Japon avec les petits kamikazes. On fait la même chose avec les petits Palestiniens qui n'y sont pour rien, et c'est de l'endoctrinement.
Et je vous parle de l'endoctrinement, étant donné que moi, je connais bien cette chose, étant donné que j'ai été endoctrinée. Donc, j'ai été une petite juive. Après, j'ai été une petite catholique, bien catholique. Je faisais ma prière et tout, et je croyais vraiment au petit Jésus. Et j'en reviens après la guerre. Après la guerre, il y avait une organisation communiste qui s'appelait l'UJRE. Et ils m'ont sauvé la vie, je dois dire que je leur dois beaucoup, parce que j'aurais pu très bien mal tourner, hein, je ne sais pas. J'aurais pu très bien mal tourner, mais j'avais probablement des bons gènes quand même. Ils m'ont adopté, et ils ont adopté des centaines d'enfants, il y avait des centaines d'enfants comme ça. Et c'était une organisation communiste. Donc je suis devenue communiste, donc j'ai changé déjà 3 fois, endoctrinée pour la 3e fois. Juive, catholique, communiste. Catholique et communiste. Donc je vendais l'Humanité à la sortie du métro, je vendais l'Avant-Garde, et quand il y avait les élections, je regardais vraiment si les communistes avaient gagné, parce que j'y croyais dur comme fer. Donc c'est pour vous dire qu'avec un enfant, on peut arriver à tout faire, c'est de la pâte à modeler. J'ai changé 3 fois et je croyais ferme à ce qu'on me disait parce que j'étais naïve. Avec les enfants, on fait exactement la même chose actuellement. On peut faire n'importe quoi avec un enfant. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses. Et petit à petit, la vie a repris. Je pense que... Tu étais toujours dans ta maison, avec la même maison? Comment? Tu étais avec tes parents? La maison, l'appartement où tu étais? Non, disons que mes parents avaient 2 appartements. On en a récupéré un qui était l'atelier de mes parents. Le deuxième, on ne l'a jamais récupéré parce qu'il y avait des gens qui ont été mis à l'intérieur. Et j'ai vécu seule de l'âge de 12 ans jusqu'à 16-17 ans. Alors justement, à 16-17 ans, tu travailles en tant que fourreur et tu fais une rencontre très importante. Alors là, c'est mon 4e endoctrinement. Je deviens sioniste, je rencontre un jeune déporté polonais. Il était très beau. Qui Je l'ai connu. Toi aussi, tu étais belle. J'étais Oui. Il est sioniste. Il faut que tu dises à qui il ressemblait. Il ressemblait à papa. Il ressemblait à mon père. Comme toutes les petites filles, j'étais amoureuse de mon père. Et c'était le plus beau papa d'ailleurs. Et mon mari, lui, alors, sioniste à mort. Et je deviens sioniste. Et jusqu'à maintenant, je suis sioniste. C'est mon dernier endoctrinement. On l'a connu, ton mari. Ton mari, d'ailleurs, peut-être on peut dire qu'il a été pendant 4 ans dans les camps. Mon mari a été pris dans les camps tout de suite après sa bar mitzvah. Il est sorti, c'était pratiquement un homme. Il a construit pratiquement Auschwitz. Et Auschwitz n'existait pas à l'époque. Il a été à Gross-Rosen, qui était également un camp de la mort avec four crématoire. Et il est sorti... une chose qu'il a dit quand il est sorti, on a chanté la tikva. Chanter la tikva. Chanter la tikva. Et il n'y avait pas de... J'ai beaucoup fréquenté le milieu des déportés parce qu'il était quand même... C'était un homme. Moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans et demi. Lui, c'était un vieux, il en avait 24. C'était un homme, hein. Et en fin de compte, on a beaucoup fréquenté ses copains et c'était la plupart des rescapés de la Shoah. Personne n'avait de l'amertume, ils ont commencé à vivre normalement, à travailler durement et honnêtement, à gagner leur vie difficilement. Personne n'avait pratiqué la langue, personne ne pratiquait la langue. Ils ont appris la langue, je pense que mon mari parlait pas mal du tout, avec un petit accent. Mais quand je vois maintenant, quand j'ouvre la bouche en hébreu, on me dit « Atzarfatia », je dis même qu'il parlait vraiment bien le français. Parce qu'après 15 ans, je vois que
mon hébreu n'est pas de niveau. Alors, moi j'ai des questions, mais peut-être que on va laisser peut-être des questions si vous avez des questions, c'est le moment. Posez à Madeleine. Comment vous avez ressenti le fait qu'après la guerre, quand on vous a séparé de votre sœur, il n'y a pas eu moyen d'être... J'entends pas. Comment tu as ressenti le fait d'avoir été séparé de ta sœur après la guerre? J'avais l'habitude d'être séparée. C'était pour moi normal d'être séparée. Les chocs, tout ça, pour moi c'est normal. Je retombe toujours sur mes pieds. Elle était plus âgée que toi, ta sœur? Non, on a 16 mois de différence. On est presque jumelles. On est presque jumelles. Qu'est-elle devenue? Pardon? Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue? Ah, elle est à Paris. Elle est à Paris. Vous avez gardé contact? Oui, ils sont toujours en... Est-ce qu'elle a les mêmes réactions, les mêmes traumatismes? Elle n'a pas les mêmes traumatismes, mais je pense que comme exemple, je peux vous donner par exemple un accident de voiture. Et je vous pose la question, quelle couleur était la voiture? Qui est sorti de la voiture? Votre avis, votre aperçu sera différent du mien. Et ma sœur n'a pas le même aperçu que le mien. Je pense que mon aperçu est différent et peut-être plus... Alors pour répondre quand même à la question... Je sais pas. Elle a vu les choses beaucoup plus noires que moi. Est-ce qu'elle a vu vraiment les choses plus noires ou est-ce que c'est une idée? Je ne sais pas. Mais moi, je suis sincère et je dis que je ne réalisais pas à ce moment-là le traumatisme et la chose qui se passait. Elle dit, j'ai tout vu, j'ai souffert, j'ai tout ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Je peux dire que j'ai souffert, mais je ne peux pas dire que je me rendais compte de ce qui se passait. Il y avait quand même l'insouciance de l'enfance. L'insouciance de l'enfance. Tu étais plus jeune que ta sœur? Ils ont 16 mois, ouais, ils ont 16 mois de différence. Non, non. C'est toi l'aînée. Oui. Ah, Mais ta sœur, elle s'est mariée, tout ça, elle a Alors, eu une ouais. vie aussi comme toi, parce que ça aussi, ça peut réparer aussi ce que tu... Il faut dire que... Réparer? Non, mais c'est-à-dire, ta sœur, comment elle est en ce moment? Comment elle est mariée? Comment elle a fait sa vie? Ça dépend de quoi tu veux parler. Si tu veux parler physiquement ou si tu veux parler moralement. Moralement, ma sœur travaille beaucoup avec les témoignages de la Shoah. Elle fait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois des témoignages de la Shoah. Disons, c'est son truc de témoigner pour la Shoah. Oui. Quand tu étais à Pithiviers, tu voyais ton père? Oui, j'allais au camp, bien sûr. Bien sûr que je voyais mon père. Oui, je voyais mon père. Oui. Je voyais mon père. Et en plus, mais on ne se rend même pas compte du danger, mais maintenant je me rends compte comment les maîtresses d'école à l'époque pouvaient juger de façon négative mon comportement. Je me souviens qu'à un moment, on a demandé aux élèves de l'école d'apporter des livres, parce que ça servait pour l'armée allemande ou des choses comme ça. Et nous, on ne savait pas pourquoi qu'on demandait des livres. Mais comme les Allemands venaient à la maison, on leur avait dit, on cherche des livres. Et on nous a apporté des valises de livres. Et nous, on est arrivés à l'école avec ces valises de livres. C'était des valises, des livres avec des dorures, comme on avait dans le temps des prix d'honneur, des prix d'excellence qu'on nous donnait. Et il y avait aussi probablement des livres de choix qui étaient reliés en cuir. Et je me souviens que la maîtresse nous a regardés d'un drôle d'œil, mais je ne me rendais pas compte. On nous avait demandé d'apporter des livres. Et vous aviez des beaux livres brochés. Les Allemands nous ont apporté des livres et on a apporté des livres.
Mais par rapport aux autres enfants qui ont apporté 2-3 livres, parce qu'ils n'avaient pas cette protection que nous on avait avec les Allemands, qui avaient probablement pillé à droite à gauche les livres pour nous les apporter, nous on les avait apportés. Et probablement peut-être même que les maîtresses d'école savaient qu'il y avait des Allemands qui venaient à la maison. Je ne sais pas. Peut-être. Il y avait des Allemands qui venaient chez vous? Bien À sûr. Pithiviers. Bien sûr. Bien sûr. Ils venaient à la maison. Pourquoi pour être parce que vous étiez fourreur ou quoi? Non, je parle chez Schiffmacher, à Pithiviers, où nous étions... Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la maison. Ça n'a rien à voir avec la maison. Je parle à Pithiviers, à côté du camp. Les Allemands venaient à la maison. Chez le gardien? Oui. Et vous avez revu la femme du gardien ou le gardien après la guerre? Alors, non, ça c'est une grosse bêtise. Enfin, une grosse bêtise, c'est de l'insouciance. Moi, j'ai 11-12 ans. À l'époque, j'ai autre chose à faire que de la reconnaissance envers ces gens-là. Donc, non, j'ai rien fait. J'ai essayé, il n'y a pas tellement longtemps, d'essayer de retrouver des traces de ces gens-là. J'ai retrouvé des traces parce que je savais qu'ils étaient à Bitche. Donc, j'ai retrouvé ce nom-là à Bitche et ces gens-là étaient décédés depuis. Donc, je voulais essayer de faire quelque chose pour Yad Vashem, mais je me suis pris trop tard. Mais étant enfant, j'avais vraiment d'autres choses à faire et non, j'ai rien fait. Mais maintenant, je me rends compte de ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a quand même autre chose dans cette famille qui s'est passée. Il y avait un garçon qui avait 18 ans, un grand, et une petite fille qui avait notre âge, qui s'appelait Jacqueline, et qui s'est suicidée après la guerre, cette petite fille. Et il paraît qu'elle s'est suicidée quand elle a su le passé de ses parents. Mais elle s'est suicidée. Des questions par là. Ouais. Est-ce que ton père était optimiste? Pardon? Est-ce que ton père était optimiste? Mon père? Je ne sais pas. Optimiste à quand? Quand il était à Pithiviers, Ah, quand il était à Pithiviers? dans quel Alors état d'esprit là, il était? c'est une bonne question et mon père a fait une bêtise sans être une bêtise. À Pithiviers, il a été interné au mois de juin 41. Au mois de juillet-août 41, les paysans français avaient été peut-être prisonniers de guerre. Il manquait des paysans dans les fermes. Donc on avait demandé à l'intérieur du camp s'il y avait des volontaires pour aller faire les moissons. Donc mon père a été volontaire pour faire les moissons à Sermaize, c'était à une vingtaine de kilomètres de Pithiviers, dans une ferme. Je me souviens même d'avoir été dans cette ferme pendant 1 mois ou 2. On dormait dans la ferme au milieu de la paille et tout. Et mon père travaillait, il faisait les moissons. En fin de compte, il aurait pu se sauver de Sermaize et d'aller ailleurs. Et je me souviens d'une conversation qu'il avait eue avec ma mère en disant « Pourquoi je me sauverais puisqu'on va me rattraper à Drancy et c'est pire qu'à Pithiviers ». Donc il a fait les moissons et il est retourné au camp de Pithiviers. Mais de toute façon, les gendarmes, ils les cherchaient dans tous les alentours. Bien Quand ils sûr, s'échappaient, bien ils sûr, pouvaient pas s'échapper. bien sûr, bien sûr. Ils étaient rattrapés. Monsieur, parce que, d'après votre histoire, vous étiez très jeune au moment des faits. Quand est-ce que vous avez perdu votre âme d'enfant, votre candeur d'enfant? Quand est-ce que vous avez commencé à réaliser en réalité véritablement ce qui se passait? Alors, je ne me souviens pas d'avoir été une enfant. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais été une adolescente. Jamais. Je ne me souviens pas. Jamais fait de caprice d'adolescente, jamais fait de fugue d'adolescente. Je n'ai jamais été une adolescente. En fin de compte, je crois que j'ai toujours été une adulte. Je ne sais pas. Non. Est-ce que votre art est marqué par votre expérience? Pardon? Vous dites que vous êtes peintre et sculpteur, n'est-ce pas?
Vous êtes peintre et sculpteur. Est-ce que votre art est marqué par l'expérience que vous avez vécue? Non. Non. C'est très coloré, c'est très gai. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Google ou sur YouTube, à Madeleine Testiller. C'est très coloré, très gai. Je crois quand j'ai débuté dans la peinture, mais c'était la mode à l'époque de faire des choses très simples, très sombres. Quand j'ai débuté, enfin j'ai débuté puisque j'ai toujours fait ça, mais quand j'ai commencé à travailler à l'huile, je faisais des toiles très sombres et j'ai une toile qui date du temps d'Hérode et qui s'appelle La misère, très 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 triste. Ça n'a pas duré longtemps et après j'ai travaillé d'une façon très spontanée, très colorée. Mais non, c'est pas marqué par la Shoah. Non. C'est marqué par la Shoah? Non. 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 Allez-y. Vous disiez que votre mari a été déporté et aussi son groupe d'amis. Donc vous étiez avec eux. Est-ce que le fait d'être entouré de ce type de personnes, ça vous a aidé à réaliser, ça vous a permis de réaliser plus rapidement que votre père ne reviendrait pas, ou alors de l'atrocité? Permis de réaliser quoi? Que votre père ne reviendrait pas, et de l'atrocité de la Shoah en elle-même. Alors vous avez attendu encore longtemps le retour de votre père? Disons que j'ai toujours ressenti ça, mais je le ressens beaucoup plus maintenant. Beaucoup, beaucoup plus maintenant. D'abord parce que je pensais que, pas que ça allait servir à quelque chose, mais que ça allait plus se reproduire, que ça allait être vraiment... que c'était une chose tellement catastrophique que jamais ça se reproduirait. Et depuis que je vois les événements actuels, je suis très, très, très traumatisée, mais vraiment très traumatisée, parce que je vois que ça a servi à rien et que ça recommence. Et ça me traumatise énormément. Ton mari a écrit un livre magnifique. Comment? Ton mari a écrit un livre Oui. magnifique. Et Bernard a fait, que vous voyez là, Bernard a fait, peut-être que vous avez été à Paris et que vous avez vu Le ciel et le miel. Quelqu'un a vu Le ciel et le miel? Bon, c'était un événement à Paris et vraiment ça a fait courir tout Paris et c'est un peu l'histoire de mon mari. Et j'ai été très 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 fière de monter un jour sur l'estrade en disant que je suis très fière de lui, qu'un séfarade a fait cette chose-là pour la Shoah. Quel a été votre ressenti par rapport à la France et aux Français lors de votre retour à Paris? Alors, je suis très française. Je suis très française, je suis de culture très française et je me sens très très française. Je me sens bien entendu juive, mais je sens que ma culture, même ma façon de me nourrir, enfin tout est français, mais je suis très déçue, très très déçue, très déçue. Je vois, je ne sais pas si c'est au point de vue de l'antisémitisme, si c'est les Français qui sont antisémites, mais la façon dont ils se laissent faire de ce que la France est devenue, je suis très 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 étonnée de ce manque de réaction de la France, de ce pacifisme, de se laisser aller, de ne pas avoir un peu d'amour-propre pour leur pays. Enfin, je suis très déçue, très 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 déçue de la France. J'espère que ça n'arrivera pas en Israël. Comment on parvient après tout ça à revenir sur les lieux où on a vécu en famille et comment on revient? Comment après la guerre, on peut retourner dans le quartier où on a vécu, là où il manque des membres de la famille, et se reconstruire en fait au milieu de souvenirs, de choses. La vie reprend le dessus, la vie reprend le dessus. Comment on fait les déportés pour aller au théâtre, au cinéma, au mariage? Moi, je pense que le peuple juif, enfin, surtout chez les Ashkénazes, c'est le peuple le plus triste au monde et le plus gai au monde en même temps. On a les deux côtés, on arrive à pleurer au maximum et à rire au maximum.
vous avez dit que votre troisième endoctrinement, c'était le sionisme. Quatrième. Excusez-moi. J'ai loupé, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard à cause des bouchons, j'ai loupé le début, du coup je ne sais pas si aujourd'hui vous habitez en Israël ou si vous... J'ai fait mon aliyah il y a 17 ans. Ah, donc vous avez quand même attendu assez longtemps avant de faire votre aliyah. Ma chérie, j'étais fourreur. Qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait en Israël? Tu as toujours tes toiles à la Viso, là où elles étaient? Toile? Non, j'ai perdu mon atelier. J'avais un atelier effectivement à la Viso. Étant donné le prix des loyers à Tel Aviv, eh ben, ils en ont fait des studios d'habitation. Donc j'ai plus d'atelier. Et tes toiles, elles sont où maintenant? Ben, j'ai 3 marsanes. J'ai à peu près 1000 toiles. Si quelqu'un connaît un... Elles sont grandes. Pardon? Très grande toile, ouais. Ouais, j'en ai même une de 6 mètres. 6 mètres. On va en parler à rien. Hein. Ah oui? Il n'y a pas de la place pour 1000, mais la place. Tu les as photographiées toutes? Tu les as prises en... Non, pas toutes, mais j'ai à peu près, je sais pas, moi, 500-600 photos. Il y a encore des questions? Oui, comment vos enfants, si vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Moi, j'ai encore 2 questions. Bevakasha. Première question, est-ce que aujourd'hui, c'est lorsqu'on a il se passe quelque chose dans la vie d'un enfant, d'un être adulte, etc., on va directement chez le psychologue. Est-ce que vous avez eu besoin de psychologue? Non, mais peut-être que... Mais j'ai du mal à comprendre à quoi sert un psychologue. Quand je vois certaines personnes qui vont voir un psychologue, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire chez le psychologue? Je ne sais pas. Comment on peut... En fin de compte, je suis assez renfermée et je crois que je ne pourrais pas me confier puis raconter. Je ne sais pas. Je ne comprends pas quand les personnes vont chez le psychologue. Vous avez réussi, vous avez réussi à garder dans l'inconscient ce passage de votre vie. J'entends très mal. Vous avez réussi à séparer ce passage de votre vie dans l'inconscient pour qu'il ne joue pas dans votre vie de tous les jours. Comment Oui, tu as fait pour vivre avec ça? J'ai compris la question, mais j'essaye de réfléchir comment répondre à ça. Non, je pense que je suis quand même toujours traumatisée. Je pense que je suis juive, vraiment, parce que j'ai le défaut juif. Je veux qu'on m'aime. Et Israël, c'est la même chose. Israël, excusez-moi, je vais être grossière, fait des conneries parce que le monde entier a les yeux fixés sur Israël et ils veulent à tout prix que le monde les aime. Et moi aussi, je veux qu'on m'aime. Et je ne comprends pas qu'on ne m'aime pas en tant que juif. Je suis traumatisée et je ne suis pas religieuse, je suis traditionnaliste, mais je ne dis pas que je fais partie du peuple élu. Mais je trouve que je suis quand même pas plus mal que les autres. Alors pourquoi on m'en veut tellement? C'est ça le problème. Pourquoi on m'en veut tellement? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'en veuille? Dieu lui-même veut qu'on l'aime. Pardon? Dieu lui-même veut qu'on l'aime. Ben, on est ses créatures. Si vous voulez qu'on vous aime, lui aussi. Qu'est-ce qu'il faisait à Auschwitz? Là, c'est la question que j'ai. C'était ma dernière question. Mon père était un adulte, mais Régine, qu'est-ce qu'elle a fait à 4 ans? Je ne peux pas répondre à ça. Voilà. Ça nous répond. Exactement. C'est trop d'amour, trop d'amour, trop d'amour. Non, non, jamais, jamais, jamais je pardonnerai à cette chose-là. Jamais. Jamais. Non. Je veux quand même. J'aurais une question, Mado. Est-ce que tu penses... Pardon? De ta vie, ça... Ouais. Des enfants avec qui j'ai été déportée et que la mère n'a pas voulu que ma mère les abandonne. 4 ans. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la petite fille? Elle est belle comme... elle est superbe. Qu'est-ce qu'elle avait fait?
Et je dois vous dire aussi, je vous ai dit au début que dans l'immeuble où nous habitions, nous étions 4 familles juives. Chaque famille avait 2 enfants. 2 survivants, ma sœur et moi. C'est tout. En France. On est en France. Est-ce que tu as été visité Auschwitz après Tu as été visité Auschwitz? Oui, bien sûr. Bah oui, quand même. Quand même. Tu veux poser Mais une mon question, père est Bernard? mort à Auschwitz, parce que beaucoup de gens disent Auschwitz parce que c'est un symbole à Auschwitz. Il y avait beaucoup de camps autour mais mon père est arrivé au camp en juin 1941 et il est mort 6 mois après à Auschwitz, donc j'ai le certificat de décès. Comment je sais que mon père est mort à Auschwitz? Quand je suis allée à Auschwitz, je suis allée au bureau et je demandais, est-ce que par hasard vous avez une trace? Et il regarde dans les archives et il voit la trace de mon père, qu'il est mort à l'infirmerie 6 mois après avoir été arrivé à Auschwitz, après avoir travaillé au Canada. Et quand on m'a annoncé ça, je suis morte une 2e fois, j'ai manqué de m'évanouir. Mais la plupart des gens n'ont pas de certificat de décès. Moi, j'ai le certificat de décès. Pourquoi? Parce qu'en... Pas du tout. Parce qu'en 41, 42, il y avait encore un état civil. Après fin 42, il y avait tellement de décès qu'ils ont terminé et qu'ils n'enregistraient plus les décès. Et alors au moment des arrivées des Juifs hongrois, alors là ça a été la catastrophe. Mais on donne comme symbole à Auschwitz. J'ai du mal à dire qu'à Auschwitz c'était presque, pour certaines personnes, plus salvateur et plus, comment dirais-je, je ne peux pas dire plus agréable. Il y avait plus d'espoir d'aller à Auschwitz que d'aller dans d'autres camps, malgré le nom d'Auschwitz qui est très symbolique. À Auschwitz, c'était un camp de travail. Très peu de gens s'en sont sortis, mais il y a des gens qui s'en sont sortis. Mais il y avait des camps comme Majdanek, Treblinka, où il n'y a pas de survivants. Il n'y a pas de survivants. Ils allaient directement à la mort. C'était pas un camp de travail. À Auschwitz, c'était un camp de travail où les gens étaient exploités et étaient numérotés. C'était les seuls d'ailleurs. Les autres n'étaient pas numérotés. Mais il y avait des camps comme Treblinka, Majdanek, Sobibor, où les gens ne rentraient et ne sortaient jamais, jamais, jamais. Bernard. Malo. Oui, Bernard. Comment est-ce que toi aujourd'hui, d'abord on est réunis là-dessus et c'est un privilège absolu pour nous tous de t'avoir, vraiment. Comment est-ce que est-ce que tu es satisfaite? Satisfaite de quoi? De la façon dont la mémoire de la Shoah est traitée en Israël, dans le monde, par les anciens, les jeunes générations. Est-ce que ce que tu vois là te satisfait en quelque sorte? Alors... Et qu'est-ce qu'il faudrait faire si ça te satisfait? Je pense que dans 5 ans, il n'y aura plus de survivants. Il y a plus de survivants, d'adolescents et d'adultes. Ils sont tous morts. Les seuls survivants de la Shoah, c'est des gens comme moi, qui sommes déjà pas de la première génération, nous ne sommes plus des gamins et des gamines. Donc dans 5 ans, il n'y aura peut-être plus personne. Dans 10 ans, c'est sûr que non. Qu'est-ce qu'on retient de l'Inquisition? Qu'est-ce qu'on retient de toutes ces choses qui ont eu auparavant, qui étaient moins terribles que la Shoah? Parce qu'on pouvait se convertir. Il y avait une façon de s'en sortir de l'Inquisition. La Shoah, on ne pouvait pas. Mais ça devient de l'histoire et je pense que ça ne va pas se banaliser. Mais même actuellement, quand on parle avec des jeunes, il y a très peu de jeunes qui se rendent compte de ce que c'était. Même moi, j'ai du mal à me rendre compte. Je me rends mieux compte maintenant qu'il y a quelques années. Parce qu'en fin de compte, quand on y réfléchit,
comment un être humain peut organiser une usine de mort. C'est une usine. Le peuple le plus civilisé d'Europe, l'Allemagne était plus civilisée que la France à l'époque. Comment qu'un peuple civilisé peut arriver à faire des choses comme ça? Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec Mein Kampf en 1926, il a commencé à intoxiquer la génération, mais quand même, comment on peut traiter des êtres humains comme ça? Comment on peut jouer au football avec des nouveaux-nés? Même avec un chien, on ne peut pas faire ça, même avec un animal. J'ai du mal à comprendre. L'être humain est vraiment... Il y a une belle chanson de Charles Aznavour là-dessus. Hmm? Il y a une très belle chanson de Charles Aznavour là-dessus. Il dit ce que l'homme fait à l'homme, l'animal ne le fait pas. Absolument. 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 L'animal tue pour manger, pour vivre, mais l'homme... c'est du mal à comprendre gratuitement comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça? Avec un enfant, avec un vieillard, avec... on parle des tribus primitifs. Même dans les tribus primitives, on n'a pas vu cette organisation. Comment on peut être assez machiavélique pour réfléchir comment on va inventer une machine et quel gaz on va prendre de façon à exterminer le plus de monde possible. Comment un être humain peut avoir des choses comme ça dans l'esprit? Où était Dieu? Où était Dieu? Maintenant, est-ce que tu penses que ça peut se reproduire? Parce que j'ai du mal à entendre. Est-ce que tu penses que ça peut se reproduire? Bien sûr que ça va se reproduire. Bien sûr. Bien sûr. Et on en est sur le chemin. Bien sûr que ça peut se reproduire. Il y a toujours eu. Bien sûr. Bien sûr. Mais nous, on est un petit peuple, et puis c'est pratique. C'est pratique de taper toujours sur les mêmes. Puis là, on est mal barré parce qu'on se laisse un peu faire. C'est pas bon. Et moi, je ne suis pas une va-t-en-guerre du tout. Hein. Du tout. Je suis très pacifique. Oui. Déjà, merci beaucoup. Et je voudrais savoir, est-ce que vous êtes bien en Israël? Vous habitez à Tel Aviv, vous êtes bien? Je suis... Des amis? Oui, oui. Francophone, bien sûr. Oui, disons que... Il y a certaines choses que j'ai du mal à accepter, qu'on ne me dise pas bonjour, qu'on ne me dise pas shalom, qu'on ne me dise pas pardon. Mais je sais que si je tombe dans la rue, on viendra m'aider, on m'apportera un verre d'eau. Et quand je me promène dans la rue et que je vois un groupe de jeunes avec des mines patibulaires, ben je passe au milieu et je n'ai pas peur. Donc c'est déjà pas mal. Oui. Après votre expérience que vous avez racontée, pour vous, comment définirez-vous être juif et le judaïsme? J'ai du mal à entendre, c'est très loin. Comment définirez-vous être juif et le judaïsme? Comment je définirais d'être juif? Par rapport à toute votre expérience, votre vie, et est-ce que vous croyez en Dieu? Écoutez, moi je ne définis pas d'être juif. Je pense qu'il n'y a pas de définition. Je suis née juive, de parents juifs, donc je suis juive. Il n'y a pas de raison que je renie ce que je suis ce que je suis. Je ne pavoise pas, je n'ai pas honte, mais je suis née juive, de parents juifs, je suis juive. J'aurais été née catholique, j'aurais été catholique. Donc de facto, c'est un titre que vous portez avec vous, c'est ça? C'est un titre, c'est une identité. C'est une identité. Je suis née juive de parents juifs, je suis juive. Puis j'ai payé assez cher pour ça. On peut être juif par les autres, par le regard des autres. Pardon? On peut être juif par le regard de l'autre. Ça, c'est ça qui a dit ça. L'enfer, c'est les autres. Oui. Oui. Certains découvrent leur judaïsme. Oui. Oui. Non, on n'a pas eu besoin. Les autres, c'est
moi. Oui, bien sûr. C'est l'être humain. C'est le nom juif. C'est aussi le nom. Il y a toujours quelqu'un pour te rappeler que tu es juif. Quand on a des petits-enfants, On ne peut pas l'oublier. on ne sait pas comment ils font, on ne sait pas. Si ce pays, il sera toujours là. Oui, Quand est-ce que vous avez commencé à témoigner? Pardon? Quand est-ce que vous avez commencé à témoigner? C'est pas tellement mon truc, c'est le truc de ma sœur à témoigner. Mais je ne suis pas volontaire pour témoigner. Quand on me sollicite, j'y vais. Mais bon, j'en fais pas mon drapeau. J'en fais pas mon drapeau. Mais quand on me sollicite, en fin de compte, je suis une personne réservée. J'ai une question. Comment regardez-vous les Polonais et les Ukrainiens? Non. Excusez-moi, alors je me permets d'intervenir. Alors, monsieur, il se trouve que quand j'ai préparé. Ah, c'est votre papa. Ça y est. Donc, je vous propose, une fois que nous aurons clôturé cette soirée, de pouvoir échanger, parce que vous avez beaucoup à partager sur ce sujet-là, voilà, qui n'est pas forcément d'actualité là de suite immédiatement. Non, mais on peut quand même une question peut-être que ça. Bon, je pense que je connais mon père, effectivement. Bon, bah, je veux lui répondre une seule phrase, c'est tout, on va pas poser. Alors, une phrase, on va pas. Madeleine va te répondre, papa. Bon, alors, disons que dans ma tête, j'ai toujours su que j'étais d'origine polonaise. Mes parents étaient polonais et je me suis aperçue actuellement, avec la Russie et l'Ukraine, que mes parents étaient ukrainiens. Parce qu'ils étaient de Lviv. C'était Lemberg à l'époque. Alors Lemberg, donc ils étaient autrichiens, ils étaient ukrainiens sans que je le sache. Et je me souviens que mon mari, qui a été déporté pendant 4 ans, avait une expérience affreuse, bien entendu, des Allemands, mais encore beaucoup plus terrible des Ukrainiens. Qu'ils étaient beaucoup plus sauvages et beaucoup plus antisémites que les Allemands. Il avait un très mauvais souvenir des Ukrainiens dans le camp, parce qu'il y avait des camps comme Majdanek, par exemple, qui étaient tenus uniquement par des Ukrainiens, et c'était des camps de la mort. Donc, voilà, j'ai répondu. Je vais me permettre de clôturer cette soirée. Je vous tenais à tous vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. On est très touchés. Je vais me permettre de revenir sur l'allumage donc des 6 bougies. Il faut savoir que quand j'ai préparé cette soirée ce matin, il a fallu que je mette des noms. Et vous savez qu'en général, c'est ce qu'on donne aux enfants à l'école en Israël. On leur donne le soir de Yom HaShoah et ils reviennent de l'école avec des nérotes, avec des noms. Moi, quand je suis arrivée il y a 7 ans et demi, j'ai découvert ça. Et bon, les noms, c'est des noms un peu tirés au hasard. Et ce matin, je me suis dit, d'un côté, on a la chance de l'organiser. Alors, on ne va pas laisser faire le hasard, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Je vais appeler Madeleine et je lui ai dit, voilà Madeleine, j'ai besoin de savoir si vous souhaitez honorer la présence de quelqu'un ce soir, parce que voilà, je vais mettre des étiquettes sur les verres. Donc elle m'a dit, bien entendu, son papa. Donc la première bougie que nous avons allumée ce soir, que Madeleine a allumée, c'est effectivement pour son papa. Il y a sa photo qui est juste ici. Si vous voulez, tout à l'heure, elle pourrait effectivement vous expliquer, il est en uniforme, et elle m'a juste demandé après, elle m'a dit, mais est-ce que je peux honorer d'autres personnes? Et je lui ai dit, donnez-moi autant de noms que vous souhaitez. Et elle m'a demandé d'honorer la mémoire de Lazare et de Régine. Vous vous souvenez, elle vous a expliqué que c'était les deux enfants. Donc Lazare et Régine. Et puis voilà, donc il me restait encore 3 mères. J'ai appelé mon père. Donc, la question sur les Ukrainiens. Et bon, et j'ai cherché sur le site de Yad Vashem. Alors oui, il y a effectivement des traces aussi au niveau
mes arrière-grands-parents, la famille de mes grands-parents, mais on n'a pas vraiment les prénoms, on avait des problèmes au niveau des dates. Donc du coup, je me dis, bon, la mémoire de ma famille, la mémoire de mes arrière-grands-parents, de la famille de mes grands-parents, va aller là et dans le cœur. Et en allumant une bougie, quelle qu'elle soit, et ben, pour Yom HaShoah, je sais qu'on y pense. Donc j'ai choisi aussi d'honorer la mémoire de l'arrière-grand-père de mes parents, de mes enfants. Mon fils, qui est par ici, a allumé cette bougie. Il porte en deuxième prénom Yosef, donc, prénom donc, de l'arrière-grand-père, de leur arrière-grand-père. Et j'ai demandé à Olivier, et Olivier m'a dit qu'il souhaitait honorer la mémoire de son oncle, donc son oncle Guédalia. ici. Voilà. Et j'ai demandé à un autre collègue de Kalita qui m'a dit qu'il souhaitait effectivement honorer la mémoire de son arrière-grand-oncle, le frère de sa grand-mère. Et il faut que vous sachiez, il s'appelle Moïse Maurice Laloum. Alors vous allez me dire, oh là là là, on est loin de Schenbourg, on est loin de Reimann, Laloum. Et bien il est né à Constantine. Il est né à Constantine. Voilà. Donc on honore sa mémoire sur la photo qui est juste ici. Ici, nous avons le certificat de décès donc, de l'arrière-grand-père de mes enfants, le certificat de décès du papa de Madeleine. Et avant de finir sur sa dernière pièce, je voudrais vous inviter, dès qu'on aura clôturé ce cercle, à venir allumer. Il y a 24 nérotes. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir une telle mobilisation. C'était fondamental pour Madeleine. Madeleine, je pense que tout le monde est arrivé. Donc il y a 24 nérotes où vous pouvez venir en couple les allumer. Et alors pareil, je ne voulais pas prendre au hasard. J'ai choisi 24 femmes, jeunes femmes, filles parisiennes pour rendre hommage à Madeleine. Voilà, c'est important. J'aurais pu choisir d'autres personnes et c'est comme ça que c'est venu. Donc je vous inviterai tout à l'heure effectivement à les allumer, il y a une boîte d'allumettes, prenez du temps. Et pour finir, cette pièce-là, c'est une pièce qui concerne le grand-père d'une très bonne amie à moi, qui a été déporté en 1942, qui est sorti des camps de la mort en 1945, qui est décédé, que son âme en 2017. Et c'est quelqu'un, il a transmis son témoignage pour son petit-fils. Il a son fils aujourd'hui, donc transmet à son tour. Et c'était juste pour finir sur une expression, d'ailleurs un film en a été fait, c'est un train de vie. Et l'expérience de Jacob, c'est vraiment ça, c'est un train de vie de 1923 à 2017, en passant par les camps de la mort. C'est poignant. Si l'année prochaine vous avez envie, vous pourrez les rejoindre à Jérusalem. Ils font aussi ce soir Zikaron Bassalon. On pourra vous transmettre les informations. Merci beaucoup. Et dernière chose, vous pouvez demander au numéro WhatsApp sur lequel vous êtes inscrit, vous pouvez demander la vidéo de l'Alia Story que Olivier a faite avec Madeleine. Vous en saurez encore plus, encore beaucoup de choses, des petits détails, des choses comme ça. Donc vous pourrez demander sur le WhatsApp sur lequel vous êtes inscrit. On n'a pas parlé du couple là. Si, c'est le frère de la grand-mère maternelle de notre collègue de la radio de Kalita, donc M. Laloum, Maurice Laloum. Et c'est pas dans le couple. Alors je vous avoue que c'est la photo et voilà, Merci à tous, prenez du temps pour...